Bonjour à tous! Récemment, je vous ai préparé une petite vidéo balade coquine au Père-Lachaise. Et du coup, je me suis retrouvée face à la sépulture d'un mec qui en a des grosses comme ça. Cambacérès. Plus précisément, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, mais à partir de maintenant, on va juste l'appeler Cambacérès. Déjà parce que c'est plus court, et puis surtout parce que c'est moins moche. Ah oui, je sais, c'était un petit peu méchant et gratuit, mais je vous rappelle que je porte le prénom de fringue cheap des années 2000 et d'une gagnante de la Starac. Donc j'ai gagné le droit de faire des vannes sur les prénoms. À vie. Ce type a fait plus pour le droit des homosexuels que tous les philosophes et tous les artistes qui l'ont précédé. Du coup, je me suis dit que c'était une belle occasion pour faire le point sur la situation des gays entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Pour la petite anecdote, c'est un écrivain hongrois, Károly Kertbeny, qui utilise pour la première fois par écrit les mots hétérosexualité et homosexualité. C'était dans une lettre adressée au ministre prussien de la Justice en 1869. Je fais juste une pause, hein, pas la peine d'en rajouter, c'est marrant en soi. Et Károly écrivait justement pour demander la dépénalisation des pratiques homosexuelles. Parce que malheureusement, pendant longtemps, tous les hommes gays étaient susceptibles d'être poursuivis et exécutés. Et pourtant, scoop, en France, il n'a jamais existé de loi anti-homosexuelle. Des lois anti-sodomie, par contre, oui. Sauf que faire l'amalgame systématique entre loi anti-sodomie et loi contre les homosexuels, eh ben ça présente certaines limites. En effet, l'étude des archives montre que 2% des condamnés à mort à peu près étaient des femmes. Elles ont donc été punies pour avoir été sodomisées par des hommes dans le cadre de pratiques hétérosexuelles. La sanction des pratiques sodomites émerge au Moyen-Âge, et la peine appliquée est la peine capitale. La justification est simple, celui ou celle qui s'adonne à de telles pratiques refusait que le coït ne s'accomplisse à des fins procréatrices. Or, comme au début de la période médiévale, le coït est stimulé uniquement par la perspective de faire des enfants, celui qui se détourne du droit chemin est vu comme un pervers et voué au bûcher. Pour le plaisir des oreilles, voici un extrait du chapitre 5 de Institut au droit criminel ou Principes généraux en ces matières, publié en 1757. Ce crime est connu autrement sous le nom de pédérastie, le droit canonique répute ce crime plus grave que l'inceste, les lois romaines prononcent la peine de mort, la peine est celle du feu. 1757. Et oui, au XVIIe siècle, les textes de loi sont toujours dans la lignée des textes médiévaux. Heureusement, dans les faits, les peines appliquées sont relativement rares. Claude Courouve a comptabilisé le nombre de personnes poursuivies pour crimes de sodomie entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Et il semble que seulement 73 personnes furent exécutées pour cette période. On est bien d'accord, c'est 73 de trop, hein, mais c'est un chiffre suffisamment bas pour être souligné. Le XVIIIe siècle marque un tournant dans la dépénalisation de l'homosexualité. Pour l'historien Thierry Pastorello, la date clé à retenir est celle de 1750, date de la toute dernière exécution pour sodomie pure. C'est-à-dire qu'il y aura bien quelques condamnations ultérieures avec des histoires de sodomie, mais ces cas-là sont des viols sur mineurs par sodomie, ce qui est relativement différent, vous en conviendrez. Cette dépénalisation doit bien sûr être replacée dans le cadre de la laïcisation du droit pendant la Révolution. Parce qu'en vrai, la sodomie, c'est pas un crime contre l'État, hein, c'est juste un crime contre Dieu et donc contre l'Église. Du coup, à partir du moment où tu vires l'Église du pouvoir, tout de suite, ça passe mieux. Je fais juste une pause, pas la peine d'en rajouter, c'est marrant en soi. La France finit donc enfin par dépénaliser l'homosexualité en 1791, au moment de l'arrivée du nouveau code pénal amené à l'Assemblée constituante. Le code civil français, ou code Napoléon, va dans le même sens. Et comme ce code a été largement rédigé par Cambacérès, c'est le moment pour une petite biographie de notre cher Cambacérès. Le petit Jean-Jacques Régis... Le petit Cambacérès naît en 1753 et meurt en 1824. Il était archi-chancelier de l'Empire. Il a donc prodigué de nombreux conseils à l'empereur, même si ceux-ci n'ont pas toujours été écoutés. Parmi ses échecs, on peut citer qu'il a été un très grand défenseur de l'impératrice Joséphine. Quand Napoléon a commencé à parler de divorce, Cambacérès a fait savoir qu'il désapprouvait franchement cette option. Bon, ça n'a pas empêché l'empereur de renvoyer sa femme, et comble de l'ironie, Cambacérès a été en charge de rédiger le texte qui officialise le divorce le 16 décembre 1809. La carrière politique de Cambacérès est faite de haut et de bas, mais le bilan reste largement positif. Alors, il est bien sûr moqué au moment de la Restauration. En tant que bras droit de Napoléon,
fallait un petit peu s'y attendre. Ces moqueries ont été exprimées à travers une cinquantaine de caricatures et la majorité d'entre elles faisaient directement allusion à l'homosexualité de Cambacérès. Il était même désigné sous le sobriquet de Tante Hurlurette. Et pour faire taire les rumeurs, l'empereur lui-même a supplié Cambacérès de prendre une maîtresse pour donner le change, ce que Cambacérès a toujours refusé. Même si l'homosexualité est dépénalisée à partir de 1791, sous l'Empire, les mentalités restent très hostiles aux rapports sexuels entre hommes, qui sont un peu toujours vus comme des preuves de vice. Ce n'est qu'à partir des années 1870 que l'on voit émerger une tolérance qui permet l'épanouissement enfin d'un petit monde homosexuel, en tout cas à Paris. Ah, la fin de siècle! Époque magique pour l'art et la culture, toi-même tu sais. Ceci dit, pendant le 19e siècle, le discours sur l'homosexualité s'ancre profondément autour d'un aspect médical. Les neurologues, les psychiatres, les sexologues se penchent sur la question et vont présenter l'homosexualité non plus comme un vice, mais plutôt comme une maladie. Donc l'acceptation des populations est un petit peu meilleure, mais on les regarde toujours en mode « Ah bah les pauvres, c'est pas de leur faute, s'ils sont pas normaux. » Encore 2-3 trucs à changer dans le 19e siècle quand même, hein. Mais revenons au texte de loi et au rôle de Cambacérès dans l'amélioration des conditions de vie des hommes homosexuels. Ah oui, il s'occupe que des hommes, hein, pas des femmes. Hein. Ah bah non, il est progressiste, mais faut pas déconner non plus. Mais n'allez surtout pas croire qu'il fait avancer les droits des homosexuels uniquement en pensant à sa pomme. Non, non, Cambacérès, il est pas comme ça. D'ailleurs, il ne mélange pas le privé et le politique. Par exemple, Cambacérès, il a été célibataire toute sa vie. Et ben ça l'a pas empêché d'inscrire le célibat comme vice dans son projet de code civil de 1794. Elle est pas mal celle-là, hein? Il y a une partie de moi qui se dit « Waouh, quelle intégrité !» Et il y a une autre partie de moi qui se dit « Mais t'es con !» Par contre, il a joué un rôle non négligeable dans la libération des homosexuels parce qu'il incarne un exemple d'homo positif pour beaucoup de personnes de la population. Il a eu une belle carrière, sans cacher son homosexualité et sans créer trop de scandales. Au final, Cambacérès, ça a été la première personnalité gay aimée par les Français, ce qui est déjà pas mal. Bon, après ça veut pas dire qu'il était parfait non plus, hein. Il avait des habitudes de grand bourgeois, il était très ostentatoire, et à une époque où le peuple de Paris galère quand même beaucoup, ça en a dérangé plus d'un de voir Cambacérès vivre sa meilleure vie en jetant son pognon à la gueule du monde. Ainsi, Victor Hugo, dans Les Châtiments, s'attaque à Cambacérès en ces termes. Les princes de hasard plus fangeux que les rues, les goinfres courtisans, les altesses ventrues, toute gloutonnerie et toute abjection depuis Cambacérès jusqu'à Trimalcion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite pastille vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et d'ici là, restez vivants!